à tous de participer à ce troisième webinaire et troisième session expert dans le cadre de la feuille de route l'IA au service des fabricants de machines et équipements du Grand Est. On est sur un sujet aujourd'hui qui est concentré sur la connectivité à distance et les enjeux de cybersécurité qui vont avec. Donc on va passer 1 heure et quart en fait ensemble sur ce sujet. Je vais vous expliquer avant ça un petit peu plus en fait quelques éléments prérequis et surtout vous présenter le déroulé de ce webinaire. Donc juste pour information, vous voyez, les micros sont coupés, le webinaire est enregistré. Puis, si vous voulez bien cliquer sur le QR code, Jérémy va également vous mettre dans le chat et dans la conversation le lien vers un petit questionnaire form. Vous verrez, il y a une partie qui est plutôt au début du webinaire, une partie qui est à la fin. C'est à chaque fois 3 questions, donc ça va très très vite. Et puis ça permet de pouvoir peut-être ajuster aussi pour d'autres interventions la manière dont on vous présente ces sujets-là. En termes d'intervenants aujourd'hui, donc côté agence, nous sommes 2. Donc Jean-Charles Renaudin qui est responsable sur la partie cybersécurité, moi-même donc qui suis chef de projet sur la partie industrie 5.0. Et qui anime cette communauté machine. Et puis 4 intervenants, donc Julien Vrabelli en fait de Mécaterm, Jules Bouzoukian d'Eiffage Énergie Système, pardon, excuse-moi, Youssef Selami d'IDMove, et puis Vincent Chartier d'Orange Cyberdéfense. Donc je les remercie tous les 4 pour le temps qu'on a passé à la fois dans la construction en fait de ce webinaire et puis pour leurs interventions aujourd'hui. Sur le déroulé du webinaire, donc on va en première intention, je vais juste vous redonner quelques éléments de lecture de qui est cette communauté Machine 5.0 et puis des travaux que l'on porte en fait depuis fin 2024, début 2025 sur un sujet qui est celui de l'IA au service des fabricants de machines et équipements. Et on rentrera vraiment ensuite dans le vif du sujet, donc avec un propos introductif en fait de Jean-Charles sur le cadre réglementaire et juridique. Alors vous verrez que là on fera vraiment un focus sur NIS2, on n'abordera pas forcément tout le package de textes avec le Data Act, l'IA Act, le règlement machine, enfin il y a différents textes en fait qui convergent autour de ce sujet-là. On va vraiment là rester concentré sur NIS2, mais on aura l'occasion d'aborder le reste des sujets en fait sur la gouvernance data et le cadre juridique dans d'autres sessions. On rentrera vraiment ensuite dans une logique d'exemple et de présentation. Donc chacun des 4 intervenants vous présentera sa vision du contexte et des enjeux autour de ce sujet, en fait, du déploiement des services connectés. Donc quand on dit services connectés, forcément très très vite, on va rentrer sur des questions de connectivité à distance pour assurer de la télémaintenance dans le cadre du cas d'usage sur la maintenance prédictive qu'on a beaucoup déroulé en fait sur ce début d'année, mais aussi pour d'autres services. Et puis on va nécessairement en fait très très rapidement adresser aussi les sujets des passerelles entre la partie IT et OT et donc les enjeux de cybersécurité qui vont avec. Donc chacun des 4 intervenants vous présentera en première intention sa vision du contexte et des enjeux et comment ce sujet-là en fait se déploie dans son activité. Et puis on fera ensuite un dernier tour de table qui lui est plutôt orienté sur des exemples d'architecture de systèmes d'information. Et donc, comment pour chacun de nos 4 intervenants, qu'est-ce que ça veut dire en fait comme système, comme architecture du système d'information. Et là, vous verrez quelques schémas en fait qui présentent pour chacun la manière dont ce sujet-là se déploie chez eux. Et puis en fin de webinaire, on vous redonnera juste quelques clés de lecture des dispositifs qui existent, soit à destination des offreurs de solutions, soit de manière un petit peu plus large que ça au niveau de la région Grand Est, pour pouvoir en fait sur ces sujets, que ce soit sur les sujets de cybersécurité, mais aussi sur des enjeux autour de l'IA, sur des enjeux d'innovation, d'expérimentation, voire même de sensibilisation et d'acculturation au sujet. Avant qu'on rentre donc vraiment dans le vif de la partie technique du webinaire, juste quelques éléments d'information pour vous rappeler qui nous sommes. Donc, on est, Jean-Charles, rattaché à une agence qui s'appelle Grand Est Développement, qui est l'agence régionale des transformations, donc qui notamment en fait a été créée en 2018 à l'initiative de la région Grand Est et de la CCI, et qui vise notamment à soutenir et à accélérer en fait la transformation des acteurs du territoire, que ce soit des entreprises ou des collectivités territoriales ou des acteurs publics en fait du territoire, dans leurs grands enjeux de transformation sur 3 volets. L'industrie d'un côté, et donc le fait d'aller vers l'industrie 5.0, les enjeux environnementaux et les enjeux de décarbonation, bien sûr, d'un autre côté, et puis le sujet du numérique. Donc cette communauté
Machine, si on rentre un petit peu plus dans le détail au sein de l'agence, c'est une communauté qui agrège aujourd'hui 45 fabricants de machines et d'équipements et intégrateurs de robots en fait sur le territoire régional. On estime qu'il y a encore en fait des acteurs qui peuvent nous rejoindre en fait pour continuer les travaux dans cette démarche. On estime qu'il y a à peu près 120 à 140 en fait, fabricants de machines et d'équipements au niveau de la région. Mais vous voyez déjà que vous en avez un certain nombre qui sont repris ici, qu'on a un collectif en fait intéressant avec qui on travaille ce sujet-là. Et puis cette communauté machine de manière un peu plus large, et notamment quand on va rentrer dans différents sujets thématiques, eh bien, elle va pouvoir mobiliser d'autres offreurs de solutions qui sont référencés. Donc aujourd'hui, il y en a 418 au total sur les trois volets, industrie, numérique, environnement. Et plus spécifiquement, pour ce qui nous intéresse autour de la feuille de route, on va avoir des connexions fortes avec les offreurs de solutions du numérique, notamment IA, cybersécurité ou nouvelles technologies, RARV par exemple. Avec la digitalisation des process, quand on va connecter en fait finalement des approches IA avec des acteurs qui viennent plutôt en fait proposer des solutions outils ou applicatifs en fait sur le système d'information. Et puis la fabrication additive, puisqu'on a un certain nombre de fabricants de machines qui sont vraiment spécifiquement dédiés à ce procédé. Donc, je vous le disais, on a avec ces acteurs-là engagé un travail en fait fin 2024 en interne et puis ensuite en 2025 où on a ouvert en fait ce sujet de l'IA au service des fabricants de machines et équipements et où on a notamment dans le cadre de cette feuille de route identifié trois piliers très très forts. Alors on a commencé avec un premier cas d'usage qui est celui de la maintenance prédictive, mais il y a finalement en fait toute une partie des enseignements qui s'appliquent à d'autres sujets autour de l'IA. Et donc, on a, dans le cadre des travaux, en fait, avec ce collectif, identifié trois piliers très, très forts pour pouvoir déployer finalement et accélérer l'implémentation des technologies d'IA pour des fabricants de machines et équipements, qui sont les trois éléments que vous voyez ici, c'est-à-dire un socle technique avec tout un enjeu de structuration d'une stratégie autour de la data, autour de l'IA et une bonne compréhension et une bonne prise en compte en fait des enjeux cyber, voire une bonne utilisation en fait de ce que peuvent être les opportunités liées à toute l'évolution réglementaire qui est en train de se mettre en place autour de ces sujets-là. Donc un socle technique. Un deuxième sujet qui est directement lié à ça, qui est un enjeu d'évolution du business model, et donc qui peut être générateur de valeur, puisque si on revient sur notre premier cas d'usage, qui est celui de la maintenance prédictive, ben, on voit bien qu'autour de ces sujets-là, il peut y avoir à la fois une connaissance très forte des machines et des équipements qui sont donc chez les industriels, en fait, qui fabriquent et qui commercialisent ces produits, mais il y a aussi tout un enjeu de pouvoir demain peut-être beaucoup mieux capter et consolider en fait des informations qui sont mises à disposition en temps réel par les équipements pour pouvoir eh bien, déployer des services à destination d'un usager final qui, en l'occurrence, va être l'acteur qui a une ou plusieurs lignes de production implantées sur son site. Donc, deuxième pilier, celui du business model. Et puis un troisième pilier qui est très important, qui est celui des enjeux humains et de l'évolution des compétences et des métiers qui vont avec, puisqu'on voit bien que à la fois l'IA impacte les organisations, et donc là, il peut y avoir des enjeux de formation, il peut y avoir des enjeux en fait d'expérimentation ou de bonne identification et priorisation des cas d'usage sur lesquels une entreprise va avoir envie de travailler. Et donc ça suppose peut-être en termes d'organisation RH, au-delà de la formation, des connexions en fait entre différents métiers de l'entreprise qui ne communiquaient peut-être pas ou peu jusque-là, en tout cas autour de ces sujets-là. Et puis un enjeu aussi qui est sur la capitalisation du savoir-faire, puisque finalement, en fait, chez nos fabricants de machines et de manière plus large chez les acteurs industriels, il y a une expertise et des compétences très fortes. Et donc, il peut y avoir un enjeu en fait de bien capitaliser ou de continuer à mieux capitaliser sur ces savoir-faire. Donc, vous trouvez ces trois piliers-là décrits et déclinés un petit peu différemment. Donc, sur le business model, cet enjeu de déploiement des services, on l'a évoqué, et puis peut-être cette démarche en fait où il y a un enjeu de multiplier les études de faisabilité, les expérimentations en fait pour pouvoir passer à l'échelle et accélérer en fait ces projets. Le socle technique, donc avec le sujet à droite qui est celui qui va nous intéresser aujourd'hui, qui est celui de la connectivité à distance et de ces enjeux de cybersécurité. Et puis le volet humain dans sa dimension stratégique et dans sa dimension plutôt formation et nouveaux outils qui sont repris donc en partie basse. Sans être très long, je ne vais pas tout vous représenter, mais juste pour se donner un petit peu la photo globale de ce qui a été fait à la fois sur le premier et sur le deuxième semestre. On a été dans une alternance
entre différents temps, des temps plutôt de veille et de ressourcement, donc comme aujourd'hui, avec cette approche de webinaire expert où on essaye d'apporter de la matière en fait pour à la fois illustrer les sujets et puis partager les enjeux en fait autour des trois piliers qu'on voyait précédemment. Des temps d'atelier où là on est plutôt soit que avec des fabricants, soit en connectant des fabricants de machines et des offreurs de l'IA et de la cyber par exemple, où l'enjeu c'est vraiment de faire travailler en fait les acteurs ensemble pour exprimer les besoins qu'ils auraient autour de l'IA, et puis à travers ça, regarder où est-ce qu'il y a des solutions qui sont existantes pour faciliter des mises en relation et des connexions entre acteurs du territoire régional, ou là où il y a des solutions à développer, et là on est peut-être plutôt dans des enjeux d'innovation et des enjeux de projets collaboratifs en fait, ou de projets de R&D. Et puis des temps qui sont plutôt des temps d'événementiel, où là, notamment dans le cadre du 360, et puis dans le cadre du Salon des solutions, par exemple, vous retrouvez la séquence là du deuxième semestre, et là on va présenter de manière un petit peu plus large en fait à l'écosystème les travaux qui sont portés par cette communauté, mais par ces communautés, puisque vous voyez bien qu'avec les communautés cyber, IA ou cloud, en fait, qui sont aussi hébergées au sein de l'agence, eh bien il y a des connexions et des passerelles très très fortes en fait thématiques. Bon, je passe rapidement, je pense que vous voyez pourquoi participer. En fait, si vous n'y êtes pas encore, n'hésitez pas à nous rejoindre, que ce soit, vous avez le lien en bas et puis vous aurez les présentations en sortie, que ce soit sur les groupes LinkedIn ou en tant qu'offreur, hein, on sera ravis de pouvoir regarder si vous correspondez bien finalement en fait, à ce titre-là aux critères définis pour les offreurs et puis comment on peut ensuite vous connecter à ces travaux. Voilà pour ce qui est de l'introduction. Je vais passer la parole à Jean-Charles, donc qui va vous présenter notamment le cadre réglementaire et se focus sur NIS 2. Oui, quelques mots concernant NIS 2, tu peux passer aux suivantes. Voilà. Il s'agit là véritablement de poser un petit peu les exigences de cybersécurité qui s'imposent à chacun de nous en matière de protection des données. Alors, NIS 2, c'est finalement la continuité. NIS, ça veut dire Network and Information Security. C'est un dispositif européen qui a été mis en place et qui s'applique à toutes les organisations qui sont sur le territoire de l'Europe pour renforcer la cybersécurité. Au départ, avec NIS 1, qui démarre en 2016, on identifie 350 acteurs, opérateurs d'importance vitale, opérateurs de services essentiels, pour qui on impose un certain nombre de règles de mise en conformité d'exigences, ces opérateurs-là étant majoritairement soutenus par le CERT-FR de l'ANSSI, donc le grand service d'assistance et de sécurité de l'ANSSI. Et derrière, on continue dans cette démarche finalement de montée en puissance de la prise en compte du risque cyber avec la directive européenne NIS 2, qui aurait dû être adoptée et transcrite dans le droit français l'année dernière. On a pris 1 an de retard en raison des élections législatives. Normalement, les choses devraient rentrer dans l'ordre en fin d'année. Il s'agit d'imposer à davantage de structures dans des domaines différents la prise en compte du risque cyber. Il faut regarder ça comme un dispositif et une démarche vertueuse, et plutôt regarder le verre à moitié plein, celui qui vous permet de mieux structurer votre stratégie et votre politique de cybersécurité. Alors, au travers de NIS 2, on identifie des entités nouvelles, des entités essentielles et des entités importantes. Donc, vous voyez apparaître sur cette image à gauche les entités essentielles, à droite les entités importantes, et dans les différents domaines concernés, et encadrés en rouge ceux qui vous intéressent davantage au travers du sujet d'aujourd'hui. Voilà, et selon la nature de ces entités-là, on est astreint à des exigences un peu plus fortes. Cette diapo suivante. Voilà, donc on a ces contraintes et ces exigences sont articulées autour de 4 grands piliers. Un pilier de gouvernance, finalement, d'organisation et de structuration de la cybersécurité, un pilier plus opérationnel de protection de son système, un pilier défense qui est plus déjà en réaction finalement aux cyberattaques ou aux risques, et enfin un pilier résilience de restauration et de mise en œuvre du système. Vous voyez sur la droite apparaître une différence entre EE en rouge, entité essentielle, avec toutes les exigences qui lui sont posées, une vingtaine d'objectifs à respecter, et en droite EI pour entité importante, les exigences qui sont posées. Derrière tout ça, finalement,
ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a un cadre structurant pour la stratégie de cybersécurité. C'est un peu la colonne vertébrale de l'organisation de votre cybersécurité. C'est l'ISO 27001. Alors, l'ISO 27001, on ne va pas vous demander forcément d'aller jusqu'à une certification, mais ce qui est intéressant, c'est que cette ISO, elle définit les bonnes pratiques et les bons usages à mettre en place pour se mettre en conformité avec NIS 2. Et on retrouve tout cela. Voilà, oui, c'est bon. Alors, le point particulier aussi qu'il faut vous mettre en évidence, c'est que vous pouvez être soumis aux exigences de NIS 2 de différentes manières. Tout d'abord en tant qu'organisation, selon le domaine dans lequel vous travaillez, selon la taille de votre entreprise, votre chiffre d'affaires, vous pouvez être éligible à la directive NIS 2, c'est-à-dire aux exigences qu'on vient de voir juste avant, au travers de votre domaine et de la nature de votre entreprise. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est quand vous fabriquez des solutions, vous délivrez un service au profit d'entreprises qui sont ou d'organisations qui sont soumises aux exigences de cette directive NIS 2, et par rebond, vous pouvez être obligé à prendre en compte ces exigences et donc à établir un contrat et à vous mettre en conformité lorsque vous élaborez une solution ou lorsque vous délivrez un service. Et enfin, le troisième point, eh ben, si vous avez mis en place au profit de structures qui sont désormais éligibles à NIS 2 un outil et donc vous assurez la maintenance, et ben là aussi, vous pouvez être amené à établir un contrat de cybersécurité et à vous mettre en conformité avec ça. On y reviendra un petit peu plus tard. Il y a quelques outils qui vous aideront, qui sont mis en place par l'ANSSI, qui vous aideront à voir, à identifier si vous êtes éligible ou pas à NIS 2. Et puis également toute une démarche qui est mise en œuvre au niveau de la stratégie régionale de cybersécurité pour accompagner les structures du territoire à la mise en conformité. Dans un second temps, c'est en cours de structuration. Ben, merci beaucoup Jean-Charles. Donc, vous voyez effectivement qu'il y a, et là on est sur un focus sur Nice 2, mais encore une fois, toute cette partie s'inscrit en fait dans tout un package réglementaire et juridique autour à la fois des enjeux liés à la donnée en elle-même, à l'IA ou à la cybersécurité, qui est un cadre qui est extrêmement structurant, mais qu'il faut aussi voir en fait comme une... Alors qu'il faut savoir appréhender, qu'il faut savoir comprendre, et ça vous verrez en fin de webinaire qu'il y a des possibilités à ce titre-là d'être accompagné pour le faire, mais qui sont aussi une opportunité vraiment intéressante pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire pour toute la partie en fait, de déploiement de services à destination d'un client. Je vous propose maintenant qu'on passe en fait à nos interventions et aux 4 intervenants extérieurs, avec en premier donc Youssef Selemi, qui donc travaille et chef de projet en fait chez IDMove. Et si tu es d'accord, Youssef, je te donne la parole et dis-moi en fait au fur et à mesure, je passerai les diapos. D'accord. Merci Ronan. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir été présent aujourd'hui et je vais vous présenter les enjeux de la connectivité et la sécurité des données dans l'industrie 4.0. C'est un sujet au cœur des défis technologiques actuels. Et donc, dans l'industrie 4.0, les objets connectés se multiplient dans plusieurs domaines, comme le domaine de la santé, transport, énergie. Et ils permettent, par exemple, de surveiller les machines industrielles ou autres, d'analyser, d'optimiser les opérations continues. Et d'ici 2030, il y aura des milliards d'objets qui seront connectés et qui vont générer des volumes de données qui est massifs. Et le vrai défi, c'est pour les industriels, c'est de savoir comment les exploiter d'une manière sécurisée et sans complexifier les opérations ni perdre le contrôle sur la donnée. Euh, Tu peux passer sur le deuxième slide, voilà. Et donc, dans ce contexte où, en termes d'enjeux pour les industriels, l'IoT, c'est entre opportunité et réticence industrielle. Beaucoup d'industriels hésitent à connecter leur système à l'extérieur. La crainte principale, c'est juste de perdre le contrôle sur la donnée ou soit de subir des risques d'attaque. Et à cela s'ajoute un autre défi technique, c'est d'assurer la bonne communication et assurer une communication plutôt fiable malgré les interruptions ou la latence ou la bande passante limitée. Tu peux passer, s'il te plaît, voilà, donc après, donc il y en a plusieurs problématiques pour les
industriels concernant cet enjeu. Et la première problématique, c'est la problématique de connectivité, où les industriels ils sont face à plusieurs problèmes à gérer. Premièrement, ils doivent comprendre ou savoir quel protocole à utiliser. Ils doivent considérer l'efficacité de ce protocole, c'est quoi les enjeux, les points positifs et les inconvénients par rapport à ces protocoles utilisés. Aussi, ils doivent prendre en considération la communication, est-ce qu'elle est fiable ou non, c'est quoi les problèmes s'il y a des problèmes de coupure, de latence, qu'est-ce qu'il faut faire. Après, il y a un dilemme entre Edge et Cloud. Est-ce qu'il faut opter pour une architecture cloud computing ou hybride ou juste Edge et à se limiter que à ce genre d'architecture? Et aussi, il y a une autre problématique, c'est la méfiance envers le cloud. C'est ce que nous, même, on a comparé chez Move, c'est que la plupart des industriels soit nos clients ou nos partenaires, ils optent plus pour l'architecture cloud, plutôt l'architecture Edge, euh, que pour l'architecture cloud pour plusieurs raisons. C'est soit de perdre le contrôle sur la donnée ou d'autres problèmes de sécurité. Et du coup, ici, on a d'autres problèmes, donc problématiques de cybersécurité que les industriels, ils cherchent à gérer. Euh, Premièrement, ou c'est aussi ce qu'on a remarqué, même si on propose un VPN et un réseau privé à nos clients, on remarque toujours qu'il y a un peu de refus ou un peu de méfiance par rapport à ce genre de solution. Et aussi, donc, les informations issues de la production ou de la R&D ou du supply chain sont stratégiques pour les industriels. Ils ont craint de perdre le contrôle sur leurs données ou ils redoutent qu'il y aura de l'espionnage industriel ou qu'il y aura un autre concurrent qui va avoir accès, par exemple, à leurs données ou à l'exploitation de leurs propres données privées. Et souvent, pour eux, le cloud, il est vu comme un outil où souvent il est perçu comme hors de contrôle, surtout si le cloud il est hors, par exemple, aussi hors de la France ou hors même de notre région. Donc ça dépend après du cas. Et donc dans tous ces cas, dans ce cadre, il faut considérer plusieurs aspects de sécurité. Toujours, lorsqu'on parle de l'architecture du hardware jusqu'au software, il faut démarrer déjà par les dispositifs ou les objets IoT. Il faut bien réfléchir à la partie hardware, par exemple à la sécurité du matériel et d'utiliser des secure elements euh, dans cette couche. Après, il faut penser au chiffrement des données en transit. Et troisièmement, il faut considérer ou prendre en considération la partie de l'authentification, comment bien authentifier nos objets et avec quel protocole ou avec quel type ou quel mécanisme. Il y en a plusieurs et il faut vraiment faire toute une étude pour bien estimer toute cette partie. Après, il faut penser à l'intégrité des données et quel algorithme il faut utiliser. Et après, il faut bien définir les règles de gestion de contrôle, ou qui aura l'accès sur ces données envoyées ou sauvegardées. Et finalement, il faut penser bien sûr à la confidentialité et la protection des données sensibles. Tu peux passer, s'il te plaît? Oui. Non. Et- non, c'est diapo. Pardon. Ouais, c'est bon. Voilà. Donc, pour conclure, entre dilemme de sécurité, confiance et IoT industriel, toujours ce qu'on conclut, c'est les industriels, ils hésitent encore à ouvrir leur système. Pour eux, la priorité, toujours, ça reste sécurité, confidentialité et respect du RGPD. Et nous, notre réponse chez Dmove à ce genre d'enjeu, on propose la connectivité privée de 4G plus VPN, plus une flexibilité d'architecture basée sur Edge Cloud ou une architecture hybride. Après, dans la partie
architecture, on va détailler un peu ces aspects. Et donc, le bénéfice ici, c'est d'avoir une architecture IoT maîtrisée. Et on prépare toute notre architecture à l'exploitation de ces données avec nos modèles d'IA ou autres fonctionnalités. Voilà. Merci beaucoup, Youssef. Effectivement, je pense que c'était intéressant pour introduire ce sujet. Je vous propose qu'on passe à l'intervention de Julien Rabelli, donc de chez Mecaterm. Et peut-être quand même sur ça, et vous verrez que ça revient aussi sur les différentes interventions. On voit bien que de manière générale, on va et on aura progressivement une augmentation très très forte de la connectivité. On a les freins qu'on évoquait aujourd'hui à la fois en termes de mise en conformité réglementaire et côté client aussi pour accepter ça, et encore plus quand on a toute une partie de son activité qui peut être à l'export avec des machines un peu partout dans le monde, mais on a quand même une potentialité derrière en termes de déploiement de services qui est extrêmement intéressante. Et si on fait le lien avec la maintenance, et Julien va en parler, qui est un marché qui est quand même avec des perspectives en forte croissance, on voit bien qu'il peut y avoir des enjeux forts autour de la bonne utilisation de ces données aussi en temps réel et pas que des historiques disponibles chez un fabricant. Julien, c'est à toi si tu veux bien. Bon, ouais. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Julien Varabelli et je suis responsable des services connectés au sein de la DDSI de Mecaterm. Donc, je vous présente brièvement la société. Donc, Mecaterm est une ETI d'une 60aine d'années. Elle est originaire d'Alsace et nous avons actuellement plusieurs sites répartis en France et en Amérique du Nord. Notre activité a plus de 90% à l'export et nous avons installé un peu plus de 900 lignes dans le monde. Passe à la suite, s'il te plaît. Donc, Mecaterm conçoit, assemble, installe des équipements et des lignes de production automatique avec un cœur de métier dans le domaine de la boulangerie et viennoiserie-pâtisserie. Mecaterm peut livrer des équipements en standalone ou alors des lignes complètes. Basculer à la suite. Donc, comme nous avons toujours été géographiquement éloignés de nos machines ou de nos clients, nous avons installé depuis de très nombreuses années des solutions de télémaintenance sur nos lignes. Cela a commencé par des modems téléphoniques qui étaient uniquement connectés aux automates pour évoluer vers des solutions beaucoup plus performantes. Nous avons une solution de connexion standard, mais nous pouvons aussi être contraints d'utiliser des solutions imposées par nos clients. Et donc, la télémaintenance comporte de nombreux atouts. Cela nous permet de réaliser des diagnostics rapides afin d'identifier les dysfonctionnements, d'avoir aussi une possibilité de guider les équipes locales afin de corriger les erreurs à distance. Cela nous permet fortement de réduire les délais d'intervention, car en s'y connectant, on peut éviter d'avoir de se rendre sur site. Cela, de fait, limite aussi le temps d'arrêt de production pour nos clients. Ça diminue fortement les coûts de maintenance parce qu'on enlève les frais de déplacement, et aussi ça permet d'optimiser fortement nos ressources humaines parce que les experts peuvent donc intervenir pour une même journée chez plusieurs clients et n'ont pas de temps de déplacement. Et l'ensemble de ces sujets permettent d'améliorer la qualité du service pour nos clients finaux. Tu peux passer à la slide suivante. Merci. Donc, la partie remontée de données est arrivée plus récemment. Cela dans le but d'offrir justement pour nos clients un service de supervision, d'intégrer aussi des services de maintenance prédictive, d'améliorer la traçabilité et la qualité de la production, d'offrir à nos clients des données factuelles sur leur performance industrielle en permettant d'optimiser les processus, d'identifier les goulots d'étranglement ou d'inefficacité, d'améliorer de permettre des améliorations continues basées sur des données factuelles, d'être un support aussi à la prise de décision en permettant de leur donner accès à des tableaux de bord et des indicateurs clés, et d'aider aussi à la gestion multi-site et à distance, parce que nous faisons face à de plus en plus d'industriels et de groupes industriels qui sont basés aussi un peu partout dans le monde. Je vais passer à la suite si tu veux. Donc, ces services, que ce soit la télémaintenance ou la remontée de données, ne sont malheureusement dépourvus de contraintes ou de risques. Il n'existe pas de solution universelle. Les solutions sont souvent incompatibles entre elles.
Cela nécessite beaucoup de formation pour les techniciens. Nous avons aussi beaucoup de travail pour maintenir les documentations à jour, d'avoir aussi plusieurs logiciels d'accès et avec justement des mots de passe et autres à gérer pour tous ces logiciels. Donc, dans un monde qui est de plus en plus connecté, il est primordial aussi de prendre tous les enjeux de la cyber en compte. Et donc, je pourrais dire qu'en conclusion, connectivité à distance constitue un levier majeur dans l'optimisation industrielle, à condition d'être bien maîtrisé sur le plan technique et sur le plan réglementaire. Oui, ben, effectivement, merci beaucoup Julien pour cette partie aussi introductive et peut-être moi en écoutant et en préparant, on pourrait aussi évoquer des éléments qui sont sur la meilleure maîtrise de la réduction des consommations énergétiques, parce qu'il y a aussi des passages forts entre la maintenance prédictive en fait et la bonne maîtrise de la consommation, en tout cas une approche de réduction en fait donc de stratégie de décarbonation en fait de clients autour de ce sujet en fait des consommations énergétiques. Et puis on pourrait aussi citer l'exemple en fait du rétrofit anticipé ou d'approche de service à ce niveau-là où on peut assez vite imaginer en fait pouvoir mieux proposer ou mieux anticiper en fait par rapport à des habitudes de fonctionnement d'un client, le rétrofit d'une machine ou l'amélioration ou l'ajout de fonctionnalité en fait sur une machine. Merci beaucoup. Donc, je vous propose de passer à l'intervention de Vincent Chartier d'Orange Cyber Business, donc Cyberdéfense, pardon, avec même chose, la présentation et la vue sur le contexte et les enjeux côté Orange. Bonjour Vincent, à tous. si tu veux bien. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc de mon côté, je m'occupe de structurer l'offre de cybersécurité industrielle chez Orange Cyberdéfense. De mes deux confrères qui vous ont présenté leurs activités, nous on est un pure player de la cybersécurité. On n'est pas un industriel en tant que tel. Par contre, on a des opérateurs sur le terrain pour adapter les mesures de sécurité au terrain. Le point qui est important de notre côté, c'est qu'il y a deux tendances majeures qu'on voit dans la bouche de nos clients sur 2025. C'est la cartographie, la visibilité des actifs, pour reprendre un peu dans les équipes cyber le contrôle de ce qui se passe sur l'environnement industriel. Et c'est l'accès distant sécurisé. On sait aujourd'hui que l'accès distant sécurisé, enfin l'accès distant tout court, il n'a pas attendu la cyber pour être mis en place, parce que comme le disait Julien juste avant, ça permet d'optimiser les déplacements des techniciens, etc. Maintenant, la réalité, c'est que ces environnements-là, ils sont déployés, mais souvent peu maîtrisés d'un point de vue cyber. On n'a pas forcément la liste de qui se connecte, quand, comment, et en termes de traçabilité, on se rend compte qu'on est en général aveugle. Et nous, quand on voit l'état de la menace dans les centres de détection sécurité, on se rend compte que souvent la menace, elle arrive dans par l'équipement, il est vulnérable, parce que les comptes étaient partagés, et on comprend les problématiques des intégrateurs industriels, mais aussi des clients. Je peux passer au slide suivant. Par rapport à ce que disait Julien juste avant aussi, un élément qui est important, c'est que en fait, chacun ne voudrait pas les contraintes des autres. C'est-à-dire que les clients, ils veulent pas être contraints par les outils proposés par les fournisseurs de solutions. Et les fournisseurs de solutions, ils ont leurs solutions, ils veulent pas avoir autant de solutions qu'il y a de clients. Donc, quand on essaie de trouver un peu un compromis entre tout ça et les solutions existantes, on se rend compte qu'il y a des solutions historiques qui sont en place. Alors, sur la droite, vous avez tout ce qui est utilisé sur le terrain et qui marche très bien, mais qui n'est en général pas contrôlable en termes de sécurité. C'est les partages de connexion. Il y a des téléphones en 4 ou 5G, c'est du TeamViewer, c'est du VNC avec des comptes en général qui sont partagés, qui sont potentiellement avec des faibles. En général, c'est vulnérable dès qu'on met un peu le nez dedans. À l'inverse, il y a des solutions qui sont parfois mises en place et c'est mieux que rien. C'est les solutions type le VPN sur un pare-feu. Et ça, on se rend compte que souvent, le pare-feu, c'est un équipement de sécurité qui est fait pour gérer du flux, de la notion de sécurité périmétrique. Et quand on lui demande de gérer des authentifications, des identités, des exceptions, parce qu'il y a un mode bouton rouge à activer le week-end en raison d'une maintenance d'urgence à autoriser pour un prestataire qui n'était pas dans la liste, eh ben, on est assez limité et on devra ouvrir des solutions d'urgence avec souvent des équipes IT qui n'ont pas forcément la pleine compréhension des impacts du terrain. Ensuite, non, toujours sur le même, s'il te plaît. Il y a un autre élément que vous connaissez probablement dans vos organisations sur la partie informatique, c'est les systèmes de gestion des privilèges, appelés PAM ou Bastion. Ça, c'est des mesures qui marchent très
bien sur le terrain de l'IT, mais qui sont pas adaptés à l'environnement industriel parce que ça nécessite des déploiements qui sont assez complexes, de la virtualisation, des briques, très bien pour faire des solutions en termes de cyber, mais qui ne répondent pas forcément aux contraintes du terrain. Du coup, la solution hybride qu'on aimerait pouvoir dessiner, c'est finalement un entre-deux, avec une solution d'accès de distance qui prend en compte les contraintes du terrain. Ça veut dire pouvoir faire passer des protocoles industriels, pouvoir avoir des coûts d'approbation qui sont relativement maîtrisés par les opérationnels et qui ne dépendent pas de l'IT. C'est plutôt des flux sortants que des flux entrants dans la mesure où ça nous permet d'avoir une approche plus simple en termes de contrôle de ces flux. Et c'est aussi la capacité à se déployer sur le terrain, à se remplacer par un boîtier, remplacer un boîtier par un autre, comme il est fait sur les équipements industriels. Tu peux passer à la suite, Roland. Finalement, une fois qu'on a dessiné un peu les contours de cette solution, nous, ce qu'on voit, parce qu'on opère aussi la sécurité de nos clients dans le qui fait défaut. Parce que quelle que soit la solution, quand on déploie une solution initialement, après, ce qui fait qu'elle sera toujours sécure dans 1, 2 ou 3 ans, c'est sa gestion et sa maîtrise dans le temps. Donc, il y a 3 piliers qui sont fondamentaux pour nous pour garantir la sécurité de vos moyens de production ou de vos accès en tant que tiers de maintenance. C'est maîtriser les accès, c'est-à-dire qui se connecte, de quelle provenance, avec quelles autorisations et en quelles circonstances. Et dans ce cadre-là, on essaie d'intégrer le principe du moindre privilège dans la mesure du possible. Et appliqué à l'environnement industriel, on sait qu'on ne peut pas mettre les mêmes mesures sur l'IT, en tout cas. On s'assure d'avoir sur cette gestion de l'identité. Ensuite, il y a la gestion, c'est-à-dire comment on va opérer la solution de sécurité dans le temps, comment on va s'assurer qu'on met à jour les systèmes sous-jacents, comment on ouvre les habilitations, comment on fait évoluer les accès ou comment on fait des revues. Ça, c'est important parce que souvent, c'est là que le bas blesse et les choses ne sont pas forcément gérées dans le temps. Et il y a un dernier point, c'est que nous, notre métier, c'est de sécuriser les actifs de nos clients et l'actif industriel, en général, c'est la machine à cash de vos organisations. Donc, c'est le cœur de votre activité. Et la défense, ça veut dire aussi, c'est autoriser l'accès distant, mais garantir qu'autour, on va mettre des mesures qui permettent, si jamais on a besoin d'un bouton rouge, si jamais on a besoin de couper un flux ou une interaction parce qu'il y a eu une intrusion avérée chez un fournisseur, un partenaire ou un système cloud, et ben on puisse activer ce bouton rouge et stopper potentiellement un accès pour prévenir une contamination plus généralisée. Donc voilà les 3 piliers, puis on déclinera un peu plus tout à l'heure dans l'architecture comment ça peut se matérialiser. Merci beaucoup, Vincent. Et bon, on voit bien qu'effectivement, et je pense que ça ressort aussi des 3 interventions, et ça va être le cas aussi pour Jules, c'est que voilà, il y a cet enjeu de pouvoir aussi faire de la donnée un actif finalement et un actif industriel. Et pour pouvoir faire ça, il y a toute une approche en fait à la fois de sécurisation des infrastructures et de sécurisation de l'accès aux données qui est extrêmement important à mettre en place. Et c'est là que tous ces enjeux ou tout ce contexte à la fois réglementaire en fait et la manière que vous allez avoir les uns et les autres de l'adresser en termes de cybersécurité ou de cyber-résilience peut être à la fois un passage important mais présenter des enjeux en fait intéressants en termes de déploiement de services et de relations avec vos clients. Jules, si tu veux bien prendre la suite, tu nous entends, c'est bon? Ouais, je vous entends, est-ce que vous m'entendez? Ok. On t'entend très bien aussi, parfait, on peut y aller. Super. Bonjour à tous. Je suis Client, je suis responsable technique en cybersécurité industrielle pour le groupe FH Energy System. Donc, je fais partie d'une équipe qui a plutôt la casquette d'intégrateur de la cybersécurité pour les systèmes industriels de nos clients dans les secteurs de l'aéronautique, du spatial, de la défense et de la production d'énergie. Donc, je te laisse passer à la slide suivante, s'il te plaît. Super, merci. Donc, sur ma slide, on va retrouver plus ou moins les mêmes constats que les précédents intervenants. Les besoins de nos clients, ça va être principalement de la maintenance prédictive, de la télémaintenance et du dépannage, des mises à jour à distance pour assurer le maintien en conditions de sécurité des installations et de plus en plus le big data aussi. Donc, on peut passer à la slide suivante. Le constat, donc, ce qu'on retrouve souvent chez nos clients, nous, c'est que on fait face à des systèmes qui sont obsolètes et qui sont vieillissants. On retrouve souvent des accès à distance qui ne sont pas sécurisés, principalement pour des accès à distance sur de la maintenance ou la supervision des équipements et qui disposent très souvent de protocoles pas forcément adaptés pour ce genre d'activité. Du système, ou même les interconnexions
les différents équipements, bah, elle est manquante, on ne la retrouve pas. On a des flux d'informations et de données qui sont souvent mal identifiés ou mal communiqués aussi par les fabricants de machines, ce qui complique aussi la compréhension de l'architecture globale et qui rend du coup la détection d'anomalies un peu plus difficile quand on a des problèmes. La menace via la chaîne d'approvisionnement, on se rend compte que le fabricant de machines, il fait partie de la chaîne de valeur chez les industriels avec qui on travaille, et que les accès à distance peuvent ou ont pu servir de porte d'entrée pour une cyberattaque. Et sur l'aspect humain, on se rend compte que souvent les équipes, les équipes opérationnelles chez notre client manquent cruellement de sensibilisation à la cybersécurité. On a aussi un gros manque de communication entre les équipes industrielles et les équipes IT, qui complique un petit peu la tâche. Et très souvent, on a aussi un cadre de gouvernance qui est pas défini ou peu défini, et donc c'est assez difficile de savoir qui est responsable de quoi. Et donc sur les enjeux d'accès à distance, ça peut compliquer la tâche quand on intervient chez certains clients. Alors les principales difficultés qu'on rencontre, c'est intégrer les mécanismes de sécurité sans interrompre la production des systèmes et les performances du système du client. L'accès à distance qui est souvent peu sécurisé à cause comme ce que je disais avant, à cause de solutions qui ne sont pas adaptées, de problématiques aussi comme des mots de passe par défaut, des mots de passe faibles, ce genre de choses. Et aussi le manque de culture et de compétences dans les équipes opérationnelles. Merci beaucoup, Jules. Et avant qu'on passe aux exemples d'architecture, bon, je vois que ça ressort de vos quatre interventions, c'est-à-dire qu'on a vraiment aussi. Alors, on voit bien que pour faire ça, il y a des enjeux de formation et d'acculturation des équipes, il y a des enjeux de structuration, en fait, que ce soit en interne autour de ces sujets de passerelle entre différents métiers, mais aussi en externe chez les clients. Donc, c'est des sujets qu'il faut vraiment appréhender en fait, dans cet esprit-là et en essayant progressivement de faire monter en puissance les équipes pour pouvoir en fait, vraiment bénéficier au mieux en fait, de ces enjeux de mise en conformité réglementaire pour aller derrière adresser tous les besoins en fait, clients qu'on a évoqués jusqu'à là. Ce que je vous propose avant qu'on passe à une première partie de questions-réponses, et puis on le refera après, c'est qu'on rentre maintenant sur un focus, qui est un focus sur les exemples d'architecture des systèmes d'information. Là, on a plutôt parlé du contexte et des enjeux, des besoins clients, des retours en fait finalement des quatre intervenants sur comment ça se passe en fait dans les relations avec leurs clients autour de ce sujet-là. Là, on voulait aussi pouvoir vous montrer vraiment de manière beaucoup plus concrète quelques exemples d'architecture. Et donc, Vincent, si tu veux bien, je te propose de commencer par la tienne avant qu'on regarde les autres. Alors, l'idée, c'est pas forcément de tout illustrer, de rentrer dans le détail, parce que sinon, avec les 4 architectures types, je pense que tout le monde aura mal au crâne en fin de journée. Moi, ce que je voulais plutôt mettre en avant, c'est le fait que, vous voyez, le système central à clé en verre, en fait, on peut le voir comme la tour de contrôle qui va permettre de gérer les accès. Ce qui est important, nous, dans les solutions qu'on considère, c'est qu'on sait que parfois, justement, alors je reprends l'exemple tout à l'heure de Julien qui disait qu'ils ont des prérequis pour se connecter à distance. Donc, ça veut dire que des fois, on a des terminaux qui vont être contrôlés par l'organisation du client. Des fois, il va falloir installer des agents sur les terminaux des fournisseurs. Des fois, il va falloir passer par un navigateur. Mais là, il faut avoir en considération cette notion que la solution, elle doit être multi-périphérique. Ensuite, il y a un élément qu'on aime bien dans les petites passerelles que vous voyez sur le terrain. En fait, l'élément virtuel aujourd'hui, il est pris dans l'IT. Mais ce dont on s'est rendu compte, c'est que la partie physique, elle est quand même encore très présente dans l'outil. Parce que dans l'outil, les équipes sur place, elles vont remplacer un PC par un autre, elles vont remplacer une carte par un autre, un automate par un spare. Et ben en fait, le même principe peut être appliqué à ces environnements-là. Donc, les petites passerelles qu'on aime bien mettre en œuvre, nous, là, je ne citerai pas de marque, mais on pourra le voir vite, c'est des passerelles déjà qui ont des LED d'accès qui montrent quand il y a une connexion de maintenance qui est en cours. Donc ça veut dire qu'un technicien maintenance, il peut aller voir sur le site à un moment où il y a une problématique à remonter et voir s'il y a une maintenance qui est en cours ou pas sans passer par l'équipe. C'est aussi un système, par exemple, tout bêtement de rendre les automates connectables alors qu'ils ne sont pas connectés. Aujourd'hui, on a beaucoup de connexions en IP, mais globalement, si on rajoute de la connectivité série plutôt opérationnelle sur ce boîtier-là, en fait, ça permet de se connecter à un équipement qui n'est pas forcément accessible en IP ou qu'on ne veut pas ouvrir en IP. Et ça permet finalement d'ouvrir un peu le champ des possibles sur ce type d'automate.
un autre élément qui est important dans l'exemple là que je partageais sur la partie architecturale, c'est que cet équipement-là, il va récupérer sa connexion dans le cloud. Donc, on disait tout à l'heure, il y a des clients qui sont pro, anti-cloud. Aujourd'hui, la tendance quand même qu'on voit, c'est qu'il y a de plus en plus d'externalisation des fonctions de sécurité et d'accès qui sont faites dans le cloud. Alors certes, ça présente des risques, mais finalement, entre avoir une infra on-prem qui est près des yeux, près du cœur, mais qui n'est pas forcément managée dans le temps par des équipes spécialisées et des solutions centralisées qui sont gérées par de l'assistant, peut-être que des fois, le curseur il peut se trouver entre les deux. Mais en l'occurrence, ce boîtier-là, en fait, ça veut dire que vous pouvez le jeter, le remplacer, taper avec un marteau dessus, vous remettez un autre boîtier, il va récupérer la configuration telle qu'elle était instanciée sur le précédent. Et ça veut dire que vos équipes de maintenance ou d'accès, globalement, elles n'ont pas de questions à se poser sur la configuration de cet équipement. Elle est faite en centrale et elles peuvent s'en servir comme un dispositif finalement sans intelligence, puisque cette intelligence, ils la récupèrent. Et peut-être juste pour finir sur ce type de solution, il y a un aspect qui est important, c'est comment on va activer le mode bouton rouge. En cas d'urgence un week-end, comment les opérationnels vont pouvoir accéder à un système qui n'était pas prévu, parce qu'on sait qu'il y a toujours ce qui est prévu en théorie et ce qui doit être accédé en pratique. Et si on doit dépendre des accès IT pendant le week-end avec des équipes qui ne sont pas forcément formées aux contraintes du terrain, qui ne connaissent pas forcément ces équipements parce que pour eux, c'est du shadow OT, eh ben, on va avoir des difficultés. Si jamais là, on définit un workflow simple qui est à la main des opérationnels et où on ne considère plus que l'accès de distance, c'est uniquement une brique de cyber, mais que c'est une brique métier qui doit être certes contrôlée, mais qui est au service des opérationnels. En fait, on peut leur laisser une délégation sur le workflow d'approbation et faire en sorte qu'ils pourront autoriser ou pas de manière simple la connexion d'un tiers dans un environnement qui est contrôlé, mais qui est quand même validé par la politique de sécurité de l'entreprise. Merci beaucoup, Vincent. Très, très clair. Autre exemple d'architecture, Julien, tu veux? Oui. Et autre approche? Donc ça, c'est l'architecture standard actuelle pour justement réaliser les opérations de télémaintenance et aussi la partie remontée des données. Donc sur la partie haute, on a le boîtier de télémaintenance qui, lui, est aussi contrôlé pour nos clients par un switch physique. Donc c'est vraiment à la main du client de pouvoir monter le tunnel VPN. Donc ça, c'est vraiment aussi quelque chose, comme le présentait Vincent, de pouvoir donner la possibilité au client de contrôler son accès. Et donc là, c'est vraiment une opération physique qui permet donc avec l'activation d'une entrée de pouvoir seulement à ce moment-là activer le tunnel. Autrement, on a un PC, une gateway de collecte de données et aussi sur activation manuelle des caméras pour pouvoir voir ce qui se passe sur les sites clients. Et donc en dessous, aussi, comme l'avait présenté un petit peu Vincent, d'avoir une matrice des flux, de savoir exactement ce qu'on a besoin d'avoir pour que justement les firewalls puissent être configurés avec ce qui est nécessaire et justement de bien enlever des flux qui pourraient passer justement et qui ne sont pas nécessaires à ce qui est envisagé, soit de la télémaintenance, soit de la remontée de données. Merci beaucoup, Julien. Même chose, Jules, si tu veux bien prendre le relais. Ouais. Alors de mon côté, j'ai une petite coquille dans mon schéma. La DMZ, elle devrait être située normalement entre les deux pare-feux. Mais du coup, nous, ce qu'on met en place, ça va être d'abord de la segmentation réseau. Avoir une zone de production, une DMZ qui va servir de tampon, du coup, la production et le réseau IT ou Internet. On a l'habitude d'aller placer un bastion, du coup, dans la DMZ pour permettre aux mainteneurs ou les personnes qui accèdent à distance de pouvoir accéder au réseau de production, à la zone de production et assurer une traçabilité des actions qui vont pouvoir effectuer. Ce qu'on retrouve sur le schéma, c'est un pare-feu en entrée, un pare-feu en sortie. Ce qu'on aime bien faire, c'est diversifier, mettre un pare-feu en entrée d'un constructeur, un pare-feu de côté réseau IT d'un autre constructeur, pour suivre un peu les recommandations de l'ANSSI sur la mise en place des DMZ. Ce qu'on voit pas forcément sur le schéma, ça va être aussi toute la partie journalisation et supervision. Donc essayer de s'assurer qu'on journalise toutes les actions et qu'on peut superviser toutes les choses qu'on met en place.
Euh, L'aspect aussi authentification forte, je pense, sur le Bastion, sur les comptes qui sont un peu sensibles d'administration, on va essayer de souvent durcir l'authentification et enfin, les accès sur ces comptes qui disposent de privilèges assez élevés. Et puis voilà pour moi du coup. Ouais, je pense qu'on a effectivement. Alors, du coup, c'est les éléments que tu as repris là, hein, dans le Ouais, chat. c'est ça, c'était repris Voilà, dans le texte. ouais, vous les retrouverez de manière détaillée dans le support. N'hésitez pas. Si vous voulez commencer à poser des questions dans le chat, on pourra mettre aussi les micros après. On aura une petite phase de questions-réponses et puis qu'on réduira peut-être. On fera la dernière partie en fait du webinaire pour vous montrer les possibilités d'accompagnement. On pourra réouvrir les questions-réponses après. Donc Youssef, je te passe la main peut-être de la même manière pour les présentations d'architecture. Et puis n'hésitez pas si vous avez des questions. On peut commencer à les mettre dans le chat. Ok. Pareil, donc côté Edemove, nous avons notre propre objet plutôt développé chez Edemove avec notre propre aussi protocole. Pour la télémaintenance, notre carte ID générique. Bah, c'est un objet euh, qui, qui contient plutôt un modem pour la 4G qui est intégré. Donc, on n'a pas besoin d'avoir toute une infrastructure réseau chez l'industriel on n'est pas obligé de passer par des switches ou des routeurs. Et donc, cet objet, il communique sur notre réseau 4G privé avec un VPN. Aussi, il permet de collecter, par exemple, la donnée, ou plutôt de gérer les capteurs à distance, par exemple, ou même en cas de panne. On peut faire les mises à jour aussi, le suivi par exemple, de l'état des batteries, d'appliquer même des modèles d'IA qui sont intégrés sur le boîtier. Donc, ça dépend du cas d'application et ça dépend où on déploie cette carte. Tu peux passer, s'il te plaît, dans le diapo Bien suivant. sûr. Et donc, par exemple, ici, on a un cas concret pour le déploiement de notre solution dans un environnement cloud pour la maintenance prédictive ou même pour la gestion ici des flottes ou peu importe l'équipement pour équiper déjà par les Secure Elements. C'est une recommandation très forte par rapport aux équipements IoT qu'il faut utiliser. Et ces Secure Elements, ils permettent de garder d'une manière sécurisée les clés pour le chiffrement qui sort jamais de l'équipement IoT. Et ça permet après d'utiliser les systèmes de certification. Ça dépend du cas d'usage. Et après, comme vous voyez ici juste à gauche, on notre hardware qui passe à travers le réseau 4G privé et remonte la donnée vers nos serveurs Edemove. Et juste pour noter que Edemove a son propre data center qui est basé ici à la région du Grand Est. On est aussi un offreur de services de cloud et la donnée elle est stockée chez nous et elle est redondée aussi chez nous dans la région Grand Est et elle sort jamais ni aux États-Unis ni ailleurs. Et donc, et finalement, après la réception de ces données, il y en a, dans le contexte de notre architecture Big Data, il y en a des services, par exemple, de l'IA pour prédire, pour déjà analyser ces données et prédire et donner des résultats par rapport à l'état de santé d'une machine, pour estimer la durée de vie restante pour une machine, ou on a plusieurs d'autres fonctionnalités. Et finalement, s'il te plaît, tu peux passer au diapo. Oh non? Sur la partie Edge, tu veux dire? Oui, c'est ça. Oui. Ok. Et finalement, si comme dit tout à l'heure, si on tombe sur un cas où le client il préfère plutôt une solution Edge, juste pour parler rapidement, déjà, c'est quoi le concept du Edge Computing? C'est l'extension du cloud à côté du client. C'est ça la définition, disons, la définition scientifique du Edge Computing, c'est de rapprocher les serveurs, les services de calcul plus à côté du client. Et le Edge Computing, il englobe les serveurs du calcul plus les objets IoT. Et l'idée ici, c'est juste d'assurer le même service cloud, mais côté client. Et dans tous les cas, et même si nous, on le sait très bien, si on a
une taille ou plutôt une donnée massive qu'on est en train de sauvegarder ou qu'on est en train de traiter. On peut le faire ça euh, d'une manière facile sur le edge computing, mais à long terme, toujours on recommande de passer ou de héberger cette donnée dans le cloud parce que quand même, toujours le edge computing, il a ses propres points positifs et ses inconvénients. Et notamment lorsqu'on parle de points positifs, les avantages, c'est la rapidité. Donc, on réduit énormément le temps de latence, et surtout si on est dans des cas où il faut donner le résultat assez rapidement. Pareil, si en termes de sécurité, on rassure plus les clients. Mais après, donc ça dépend du cas d'usage et ça dépend du besoin de chacun. Voilà, donc grosso modo notre architecture. Ouais, mais merci beaucoup à tous les quatre. Peut-être tu veux rebondir sur cette merci, approche Youssef. VS Cloud. Je trouve que ce qui est intéressant dans tout ce qui est montré là, c'est la diversité de cas d'usage que l'on peut rencontrer, mais avec des communs en fait. Hein. Le commun, c'est la maîtrise de la donnée, et puis rester opérationnel, maîtriser les accès, faire attention à l'authentification. Voilà, et on voit bien qu'à chaque fois, il faut adapter entre le fabricant de machines et l'expert en cybersécurité, la sécurité à l'environnement, et avec un sujet majeur qu'on rencontre tout le temps dans ce domaine-là, c'est la différence d'exigence ou peut-être une question même de décalage d'obsolescence entre l'IT et l'outil, qui fait qu'à chaque fois, il faut être extrêmement dynamique et vivant dans la sécurisation de son système. 100% d'accord. Même. Alors, avant qu'on passe peut-être à la suite et à la manière et au dispositif dont vous pouvez bénéficier, soit en tant qu'offreur, soit en fait de manière un peu plus large que ça, en fait, pour les entreprises et les industriels régionaux. Et est-ce qu'il y a éventuellement quelques questions que vous souhaiteriez les uns ou les autres adresser, ou quelqu'un, si ça vous dérange pas, de lever la main et d'ouvrir vos micros dans l'ordre? Pas de questions? N'hésitez pas, hein, c'est le moment. S'il y a des choses sur lesquelles vous souhaitez revenir, soit sur ce qui a été présenté, éventuellement compléter aussi ou alimenter en fait la réflexion. Sinon, on passe à la dernière partie. Ok. Donc peut-être très rapidement, mais pour que vous ayez bien tout ça en visibilité. Alors vous l'avez compris, en fait, côté Grand Est Développement, on a, et vous le savez bien, en fait, parmi les 418 offreurs de solutions, finalement, fait évoluer et renforcer sur la dernière année et demie la proposition de valeur à destination des offreurs. Et donc concrètement, en fait, cette proposition, elle se travaille dans deux dimensions. Une dimension plutôt individuelle, où là on est dans la relation interpersonnelle avec les offreurs, on va plutôt essayer de comprendre les besoins que vous pourriez avoir sur les 4 axes que vous voyez en dessous, notamment sur 2 premiers piliers qui sont ceux de l'innovation et du financement de la croissance, et puis en complément en fait sur 2 axes complémentaires qui sont plus transversaux, un sur les compétences, et puis un volet sur l'internationalisation, où là on va plutôt être en relais finalement en fait vers les équipes de la CCI internationale et de la Team France Export. Donc voilà, dans cette dimension individuelle, l'enjeu c'est de bien comprendre en fait les besoins, les irritants, les problématiques auxquelles vous faites face en tant qu'offreur au quotidien, et de regarder comment on peut en fait autour de ces 4 piliers-là vous accompagner au mieux, soit en propre, soit en connexion donc vers des acteurs de l'écosystème régional. Et puis on le fait également dans une deuxième dimension, qui est la dimension collective, donc au sein des communautés. Donc là, on est, vous l'avez compris aujourd'hui, en fait, dans le cadre de la feuille de route avec la communauté Machine 5.0. Mais il y a des communautés sur la cyber, sur l'IA, sur le cloud. Il y en a sur différents enjeux qui sont connectés directement en fait à ce qu'on vient d'évoquer tout au long de ce webinaire. Et donc, par les travaux de ces communautés, à la fois, on a un enjeu de finalement faire en sorte que les offreurs soient au meilleur état de l'art, donc bénéficient d'un travail de veille et de ressourcement comme on peut le faire aujourd'hui, qu'on peut vous apporter. Et puis, deuxième chose, c'est qu'on essaye très clairement de regarder, en fait, encore une fois, à l'échelle collective, cette fois, les besoins qui pourraient ressortir, en fait, et qui pourraient être communs entre plusieurs acteurs, soit pour essayer de faciliter les connexions, en fait, avec des offres régionaux et avec le tissu régional, où là, on est peut-être plutôt dans des approches un petit peu plus court terme, sur des solutions existantes, sur lesquelles on va essayer de faire en sorte que, autour d'un besoin, vous puissiez avoir une connaissance plus rapide des solutions mobilisables.
ou dans une approche qui serait sur des solutions à développer, où on va plutôt adresser les enjeux d'innovation. Et donc, dans ce cadre-là, d'identifier finalement des acteurs qui aimeraient ou souhaiteraient travailler ensemble pour co-développer une solution et peut-être voilà, faciliter de notre côté ce qui est à la fois la structuration de ces projets, la bonne connexion avec les bonnes expertises ou les bons partenaires sur le territoire que vous pourriez mobiliser dans ce cadre-là, et puis la préparation et l'accès finalement, ou en tout cas la sollicitation de financement public. Donc vous retrouvez cette idée ici, vous avez le lien pour ceux qui ne seraient pas référencés pour pouvoir nous rejoindre, et puis un détail aussi un petit peu une illustration par 4 questions de ce que ça peut vouloir dire. Peut-être ce que je peux compléter que j'ai pas dit là, c'est que sachez qu'on est également partenaire d'un dispositif en fait qui est un projet européen qui s'appelle le DIH Grand Est, dans lequel on peut vous aider à la fois dans des démarches de formation autour des sujets de l'IA, autour des sujets de la cyber, mais sur lesquels on peut aussi en fait mobiliser potentiellement du soutien sur des phases d'expérimentation et de POC. Voilà, donc n'hésitez pas, on peut, dans le lien aussi avec les équipes de la CCI, bien évidemment, à ce niveau-là, voir comment on peut vous inscrire dans ce programme et dans ce dispositif. Et puis, je passe la main à Jean-Charles sur le volet cyber. Quelques mots sur l'appui de la communauté de cybersécurité au profit de la communauté machine, en mettant en évidence quelques dispositifs régionaux et nationaux qui peuvent compléter la démarche. Tout d'abord, la mise en place d'un parcours de transformation piloté par la région, avec un diagnostic à 360, un diagnostic technique avancé en cybersécurité, ensuite un plan d'action à mettre en œuvre avec la possibilité d'aller vers des modules transformants qui prennent en compte justement la mise en conformité avec la directive européenne NIS 2 à venir, et un avant-projet détaillé qui permet à l'entreprise d'être accompagnée, et avec une partie du financement, le financement partiel de la région pour accompagner cette démarche. Le deuxième point, c'est la mise en évidence d'un scan de prévention qui est armé, qui est mis en œuvre par le Centre régional d'assistance aux victimes de cyberattaques. C'est un scan de vulnérabilité qui permet de faire de chasser les vulnérabilités visibles à partir d'Internet en surface. On ne dépose pas de charge sur un système d'information. On voit à travers des différentes adresses IP que vous pouvez communiquer qu'est-ce qui serait visible déjà, qui donne une première idée. Si vous voulez, c'est un peu comme une prise de sang ou une radiologie de votre niveau de cybersécurité, de maturité, à partir de ce que l'on voit sur le net. Voilà, c'est une levée de doute, c'est un scan qui est gratuit, mis en œuvre, on peut le faire plusieurs fois, mis en œuvre directement par le centre de réponse aux cyberattaques. Donc par ce lien que vous avez sur la diapositive, vous pouvez solliciter la mise en œuvre d'un scan. Vous avez un outil qui a été développé pour les toutes petites structures par l'ANSSI, c'est un dispositif qui s'appelle MonECyber, qui est un diagnostic simplifié, fait à l'aide d'être d'aidants qui sont identifiés sur le territoire du Grand Est, voilà, au travers de ce lien là aussi, et c'est un autodiagnostic donc appuyé par un référent qui est simplifié, qui est court, mais qui vous donne aussi un plan d'action et les 6 premières mesures à mettre en œuvre pour améliorer la cybersécurité de votre système. Évidemment, en cas d'attaque, en cas d'incident, il y a le centre Grand Est Cybersécurité Assistance, celui qui porte le scan de vulnérabilité, le point 2, qui est un dispositif gratuit, qui est là avec des opérateurs pour vous répondre pendant les heures ouvrées. Il y a même un dispositif d'accompagnement en cas d'urgence la nuit avec certaines 4 opérateurs, offreurs de solutions de cybersécurité qui peuvent vous accompagner si c'est une urgence la nuit, le week-end, les jours fériés. Donc voilà, ce centre met aussi en œuvre donc le scan de vulnérabilité. Il vous accompagne aussi dans les démarches de judiciarisation avec une relation avec la police et la gendarmerie. Il vous aide à préparer le dépôt de plainte s'il y a un incident, mais en relation avec la police et la gendarmerie. Il vous accompagne également dans les déclarations auprès de la CNIL. Le point 5, c'est la mise en évidence de tous les offreurs de solutions de cybersécurité, dont ceux qui étaient présents aujourd'hui, qui sont intervenus et qui sont identifiés, cartographiés au travers du site Grand Est Développement, et donc vous pouvez trouver toutes les coordonnées au travers de cette structure. Il y a une 60aine de structures qui sont référencées et pas loin de 200 qui sont intégrées. Mais on fait une différence avec les structures référencées qui, elles, possèdent véritablement des certifications fortes pour vous et pour lesquelles qui vous offrent des garanties en accompagnement de cybersécurité. Un petit focus sur le guide pratique de cybersécurité pour les entreprises qui a été créé, c'est le point 6, qui a été mis sur pied par cette communauté.
et qui vous donne des indications et qui rejoint tout ce qui vous a été dit aujourd'hui. Vous pourrez vérifier, vous verrez, c'est intéressant. Et d'ailleurs, certains des participants ont participé, ont contribué à la rédaction de ce livre blanc, ce guide pratique sur la cybersécurité. Puis enfin, le dernier point, point 7, c'est je vous renvoie sur le site de l'ANSSI, qui est un site qui vous permet de vérifier si votre organisation, votre structure, en fonction de son domaine, en fonction de sa taille, est éligible ou pas à NIS 2. Voilà, donc tous ces dispositifs sont là pour vous accompagner. Enfin, dernier point, et c'est demain, c'est la semaine prochaine, c'est le 22, et ben c'est le lancement du campus cyber-régional, le hub Grand Est cybersécurité. Voilà, avec un événement de lancement qui aura lieu donc le 22 octobre à 14 h à Metz. L'idée, c'est de fédérer tous ces dispositifs que l'on a montrés avant, se mettre au plus proche du territoire, de répondre à l'ADN de chaque territoire, de chaque structure, avec des pôles d'excellence territoriaux qui sont déployés sur le territoire. Il y en aura 3, et à terme, on espère beaucoup plus, 6, ce qui vont permettre de vous accompagner, de renforcer votre cybersécurité, de vous mettre en conformité avec toute la réglementation générique pour structurer votre cybersécurité et réglementation de sécurité propre à votre métier. Voilà, dispositif complet. Merci beaucoup pour ce. Alors, je vois qu'il y a 2 questions rapidement. Donc, comment accéder aux liens? On vous transmettra la présentation et donc vous aurez les liens actifs dans ce cadre-là. Si ça ne fonctionnait pas, n'hésitez pas, il suffira avec avec mon adresse, vous pourrez m'envoyer la demande en fait et je vous transmettrai les éléments. Et puis, pour la question de Fabrice Conti, donc effectivement, le lien du replay vous sera transmis dans le mail de remerciement qui va être envoyé par Jérémy Massoué, par nos équipes communication, là, après le webinaire, donc soit ce soir, soit demain. Si vous avez encore une petite minute, si vous voulez bien, en fait, répondre à la fin des questions sur l'après-webinaire. Vous avez les 3 premières en début, si vous voulez bien compléter les 3 dernières. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas, c'est le moment de le faire. On a encore un petit peu de temps, nos intervenants, et nous sommes là aussi avec Jean-Charles pour pouvoir y répondre. Moi, je remercie très chaleureusement, encore une fois, nos 4 intervenants, à la fois dans les phases de préparation et puis dans la phase aujourd'hui en fait en direct. Vous l'avez vu, il y a des enjeux forts autour de ça. Il y a une évolution, il y a une réglementation, il y a un cadre juridique en fait sur cet environnement de manière large, à la fois de la protection des données, de la protection des infrastructures qui se déploie en fait de manière assez importante là depuis quelques années maintenant. Il y a un enjeu de mise en conformité par rapport à ça, très clairement. C'est aussi, et on le voit, et j'espère que vous l'avez vu à travers les interventions, c'est aussi en fait des opportunités intéressantes à bien regarder pour tout ce qui va permettre demain d'aller en fait augmenter la connectivité, la possibilité en fait de faire de la donnée en actif en fait finalement et de pouvoir plus facilement accéder à ces données en fait produites ou mises à disposition en temps réel par les machines et par les équipements. Et forcément, ça fait le lien en fait à la fois avec notre feuille de route sur l'IA et avec le cas d'usage sur la maintenance prédictive, qui a été le premier cas d'usage choisi donc en 2025 par cette communauté machine, puisque vous avez vu par toutes les illustrations qu'on a eues avant, le fait que nécessairement l'accès à la donnée en fait est important, que ce soit des données historiques qui sont souvent plus facilement disponibles ou accessibles, même s'il peut y avoir là aussi des enjeux à la fois de stratégie par rapport à cette approche autour de la donnée, et puis de la capacité à les nettoyer, à les collecter, à les agréger de manière intéressante par rapport à des phases d'optimisation en réponse à un ticket maintenance par exemple ou autre. Mais il y a aussi cet enjeu de captation de données en temps réel donc, que j'évoquais, où là on peut venir élargir considérablement en fait, les possibilités de déploiement de services à destination des clients. Et donc voilà, c'était l'enjeu du webinaire aujourd'hui. S'il n'y a pas d'autres questions, et j'en vois pas dans le chat, il me reste à tous vous remercier pour votre participation. Et puis on reste à votre écoute et à votre disposition pour pouvoir poursuivre les travaux sur ces sujets. C'est bon pour tout le monde? Plus de questions? Ok. Eh bien, merci beaucoup à tous et très bonne fin de journée à tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir.